Ndjara. Une ville fictive, immense, pleine de vie et de contradictions. Gratte-ciel de verre et tôles ondulées se côtoient sans se parler. Dans les beaux quartiers, les enseignes brillent 24h24, dans les ruelles oubliées, les ombres s'entassent, en quête de chaleur humaine. C'est dans ce chaos organisé qu'un homme, Malik, 32 ans, architecte ambitieux, croise le regard d'une jeune fille sans abri. Une fille qu'il n'aurait jamais dû voir, et qu'il ne pourra plus jamais oublier. Elle s'appelle Leila, elle dort sur un carton, dans un coin de trottoir battu par les vents de poussière. Chaque soir, elle observe le monde passer et disparaître sans elle. Ce jour-là, Malik sortait d'une réunion. Costume impeccable, téléphone à l'oreille, quand il s'est arrêté. Non pas à cause d'un appel, mais parce qu'il l'a vue. Leila ne tendait pas la main. Elle ne disait rien. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture, dans ses yeux, qui criait plus fort que la faim. Il aurait pu continuer. Mais il ne l'a pas fait. Malik était un homme cartésien. Il croyait aux plans, aux structures, aux fondations solides. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose s'est fissuré en lui. Il n'a pas parlé à Leila. Il l'a seulement regardée, et elle l'a regardé en retour. Ce n'était pas un regard de supplication. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Un mélange d'orgueil brisé et de fatigue accumulée. Le regard de quelqu'un qui en a trop vu, trop vite, trop jeune. Le feu est passé au vert. Les voitures ont klaxonné, Malik a repris sa marche, mais dans sa tête, ce visage, cette présence muette, s'est ancré. Le soir venu, Malik est rentré dans son appartement au 16e étage d'un immeuble sécurisé. Intérieur moderne, cuisine connectée, baie vitrée, il a dîné seul. Il a pris une douche. Mais pour la première fois depuis longtemps, le confort ne suffisait pas, il pensait à elle, pas de manière romantique. Pas encore, il pensait à son âge. À ce qu'elle avait dû traverser. À ce qu'elle faisait dehors, dans une ville où tout coûte, même l'oubli. Il a regardé son plafond, allongé dans son lit, et il a compris une chose, il ne la connaissait pas, mais il devait la revoir. Le lendemain, avant même de se rendre au bureau, Malik est retourné à l'endroit où il l'avait vue, le même trottoir. Le même recoin, mais elle n'y était plus, il est resté là, immobile. Les passants le contournaient. Un homme en costume debout dans une rue populaire, c'était suspect, il a attendu. 10 minutes. Puis 20, et soudain, elle est apparue, un sachet de pain sec à la main. Elle s'est assise, sans même lui accorder un regard. Il a dit « Tu t'appelles comment ?» Elle n'a pas répondu. Le 3e jour, Malik est revenu, mais cette fois, il avait une pomme, il la lui a tendue, sans un mot. Leila l'a regardée. Puis elle l'a prise, elle n'a pas souri. Elle n'a pas remercié, mais elle l'a accepté. Ce fut leur premier vrai échange, par un fruit. Par un geste, c'est ainsi que naquit le début d'un lien étrange, presque invisible. Mais réel, pendant plusieurs jours, Malik est revenu. Toujours avec un fruit, un bout de pain, une bouteille d'eau, jamais il n'a posé de questions, et elle, jamais elle n'a raconté, mais peu à peu, leurs silences sont devenus des dialogues. Une main tendue. Un hochement de tête. Un regard plus long qu'avant, le monde autour continuait de tourner, mais entre eux, quelque chose d'immobile prenait forme. Ce n'est qu'au 8e jour qu'elle a parlé, une seule phrase, prononcée sans regarder Malik. « Je m'appelle Leila », il a répété doucement, « Leila », elle n'a rien ajouté, mais pour lui, c'était immense, un prénom. Une clé, la promesse que peut-être, il y avait une porte derrière ce mur. Les commerçants du quartier ont commencé à remarquer Malik, un homme bien habillé qui venait parler à une sans-abri. Certains chuchotaient. D'autres le jugeaient du regard, mais Malik s'en fichait. Il venait tous les soirs. Et chaque soir, il restait un peu plus longtemps. Leila parlait peu. Mais un soir, elle a lâché quelques bribes. « J'avais 15 ans quand j'ai fui, ma mère est morte. Mon oncle voulait me vendre, elle s'est tue, et Malik n'a rien dit, il l'a seulement regardé avec ce silence qui comprend. Un soir, Malik a dit « Si tu pouvais aller n'importe où, là maintenant, où irais-tu » Leila a répondu, presque en murmurant « Un endroit où personne ne me connaît, où je pourrais être. » Nouvelle, il a souri, et elle, pour la première fois, aussi, une semaine plus tard, Malik a pris une décision, il est allé voir une association. Il a proposé de parrainer Leila, de l'aider à intégrer un programme.
Mais Leïla a refusé. Tu crois que tu peux m'acheter? Je ne suis pas ton projet. Malik est resté figé, blessé et silencieux. Le lendemain, elle n'était plus là, ni sur le trottoir, ni dans les ruelles voisines. Malik l'a cherchée partout, chaque soir. Pendant 3 jours, rien, le vide, le doute, et ce silence qui blessait plus que les mots. Au 4e jour, elle est revenue, fatiguée, amaigrie, mais vivante. Tu m'as manqué, dit Malik. Leïla a levé les yeux. Elle a dit, j'ai eu peur de toi, parce que tu me regardes comme si j'étais quelqu'un. Cette fois, elle a accepté. Pas d'être sauvée, mais d'être aidée. Malik lui a trouvé un petit studio par l'intermédiaire de l'association. Elle y est entrée, méfiante, les yeux grands ouverts. C'est chez moi? Non, a-t-il dit, c'est à toi. Tu en feras ce que tu veux. Elle a souri. Les semaines ont passé, Leïla a commencé à changer, à parler, à rire, et Malik aussi. Il s'attachait, mais il n'osait pas le dire, et un jour, elle a pris sa main, elle a dit, je crois que je commence à t'aimer, mais j'ai peur de tout gâcher. Il a répondu, moi aussi. Quand ils sont apparus ensemble en public, les regards ont changé, on murmurait, on critiquait, on jugeait, une sans-abri et un architecte, impensable, inacceptable. Mais ils avançaient, ensemble. 1 an plus tard, Leïla avait un travail, elle dessinait, peignait. Et Malik l'encourageait. Ils ont emménagé ensemble, pas dans une grande villa. Non, dans un petit appartement rempli de rires, de souvenirs, de cicatrices guéries, mais le passé ne s'efface pas, il revient parfois. Par des cauchemars. Des silences soudains, et Malik est resté là, à écouter, à consoler, à aimer, sans condition. Leïla n'était plus une ombre, elle était une femme. Une artiste. Une amoureuse, et Malik n'était plus un homme perdu dans ses certitudes, il était devenu libre, à travers elle. Dans cette ville immense et bruyante, 2 âmes s'étaient trouvées, pas pour combler un vide, mais pour créer une lumière qui brille encore, sous les lumières de Ndjara. Même si la vie avait changé, certaines douleurs restaient tapies. Leïla avait parfois des absences. Des moments où son regard semblait fuir loin, elle fixait un point invisible, et son cœur semblait repartir dans les rues de son passé. Malik ne posait pas de questions, il restait là. Comme un phare dans la tempête, offrant sa présence comme un refuge, parce qu'il savait, on ne guérit pas d'un seul coup, on apprend juste à respirer. Un jour après l'autre, un jour, Malik découvrit un petit carnet rouge posé sur la table. Curieux mais respectueux, il l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des dessins, des silhouettes, des visages, des rues, et puis des mots, des phrases brèves, blessées. Des souvenirs couchés à l'encre. Leïla entrait dans sa propre thérapie. Par l'art, elle vidait son âme. Il referma le carnet, il n'avait pas besoin d'en lire plus, il savait qu'elle allait mieux. Lentement, mais sûrement, un soir, le téléphone de Leïla a sonné, numéro inconnu. Elle a hésité. Puis décroché, la voix à l'autre bout était rauque. Tremblante, Leïla? C'est moi. Ta sœur. Leïla est restée figée, les souvenirs l'ont percutée. La maison. L'enfance. Le départ, et le vide, elle a raccroché, en silence, puis elle a pleuré. Longtemps. Dans les bras de Malik, des jours ont passé. Leïla n'en a plus parlé, puis un matin, elle a dit, je veux retourner là-bas. Voir. Comprendre. Me libérer. Malik a proposé de l'accompagner, mais elle a refusé. C'est un combat que je dois mener seule. Il a respecté. Il a eu peur. Mais il a respecté. Le village n'avait pas changé. Les maisons de terre. Les ruelles poussiéreuses. Les regards lourds, sa sœur l'attendait. Plus vieille. Plus fatiguée, elles se sont regardées longtemps. Sans parler, puis Leïla a demandé, « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» Sa sœur a pleuré, et les mots sont venus. Douloureux. Confus. Mais nécessaire. Le lendemain, Leïla a visité la tombe de sa mère, elle s'est agenouillée. Elle a posé les doigts sur la pierre. « Maman, je suis en vie, et j'ai rencontré quelqu'un. » Le vent a soufflé doucement, et dans son cœur, un poids s'est détaché. Quand elle est revenue à Ndjara, Malik l'attendait, elle est sortie du bus, fatiguée mais droite. Il l'a vue. Elle a souri. Il a couru, et dans cette étreinte, il a compris,
elle était revenue entière, brisée, recollée, mais entière. Un soir, Malik s'est agenouillé, pas avec une bague, mais avec un fil tressé, rouge et or. Je veux passer ma vie à t'apprendre à te sentir chez toi, Leila a ri. Elle a pleuré, et elle a dit oui, pas de grande fête. Pas de robe blanche, juste eux, leurs amis proches, quelques fleurs, et des rires. Leila a dansé pieds nus, Malik l'a regardé comme on regarde un miracle, il s'était trouvé, malgré tout. Leila a écrit une lettre, pas pour quelqu'un, mais pour elle-même. À 15 ans, tu vas souffrir. Tu vas croire que personne ne t'aimera jamais, mais un jour. Un homme t'offrira un fruit sans rien demander, et tout changera. Elle a plié la lettre. Et l'a gardée, comme un talisman. Ils ont décidé d'ouvrir un petit centre, là où la ville oubliait ses enfants, un lieu d'accueil pour les jeunes sans-abri, un endroit où l'on servait un repas chaud, un sourire, un carnet vierge. Leila y mettait tout son cœur, elle connaissait chacun de leurs regards, de leur silence. Malik gérait les cuisines, et riait avec eux comme un grand frère, c'était leur mission. Leur revanche sur l'abandon. Un soir, un garçon est arrivé blessé, fracture, fièvre, peur dans les yeux. Leila a paniqué. Les souvenirs de la rue l'ont submergée, mais elle s'est tenue droite. Elle a appelé l'hôpital, calmé l'enfant, pris sa main. Quand il s'est endormi, elle s'est écroulée dans les bras de Malik. Tu tiens debout. Même quand tu trembles, lui murmura-t-il. Un jour, un vieil homme s'est présenté au centre, avec un manteau long et un regard vide. Est-ce que Leila travaille ici? C'était son père. Il avait vieilli, rongé par la culpabilité. Leila est restée figée, elle n'a pas pleuré. Pas crié. Juste écouté. Et puis elle lui a offert du thé, parce que parfois, pardonner, c'est décider de ne plus porter la haine. Un journaliste est venu écrire un article sur le centre, il a écouté leur histoire, pris des photos, posé des questions. Quelques jours plus tard, un article est paru, De la rue à la lumière. L'amour qui a changé une ville. Leila a souri en le lisant, elle avait longtemps cru que son histoire ne valait rien, et voilà qu'elle inspirait. Un matin, Leila est restée silencieuse, une main sur son ventre, elle avait ce regard que Malik connaissait désormais. Je pense qu'on va être trois. Il n'a pas parlé. Il a pleuré. Et il a ri, ils avaient été seuls toute leur vie, et maintenant, ils créaient une famille. Devant le centre, ils ont planté un arbre, petit, fragile, mais vivant. Ils l'ont appelé l'arbre du commencement, pour que chaque enfant qui entre sache, ici, tu peux recommencer, ici, tu n'es pas ton passé, et au pied de l'arbre, une pierre gravée, l'amour guérit. Une nuit orageuse, Leila a senti que c'était le moment. Malik a conduit, les mains tremblantes, la voix tremblante. Elle a crié. Souffert. Hurlé, et puis le silence, puis un cri. Celui de leur fille, ils l'ont appelée Aya, qui signifie miracle en swahili. Leila l'a tenue contre elle. Et elle a dit, tu n'auras jamais froid, ma fille. Chaque année, ils célébraient 3 anniversaires, celui de leur rencontre, celui du centre, et celui d'Aya. Le centre grandissait. Leila peignait des fresques. Malik formait les jeunes à la cuisine, la petite Aya courait partout, riant, libre, aucune cage ne pesait sur elle. Des années plus tard, Aya trouva une lettre pliée dans les affaires de sa mère, elle l'ouvrit. Et lut, tu vas souffrir. Tu vas croire que personne ne t'aimera jamais. Aya comprit alors tout le chemin. Toute la douleur. Toute la lumière, elle serra sa mère dans ses bras, en silence, et dit, merci d'avoir survécu. Leila, assise devant l'arbre du commencement, regardait les enfants rire. Son cœur était calme, elle pensait à l'abri sous le pont, à ce fruit offert, à cet homme qui n'a jamais fui, et elle